présenter Jean-Pierre Dalpont. Jean-Pierre Dalpont qui est présent là, qui est le président de la Société des experts chimistes de France, mais qui a un long passé de directeur d'entreprise, etc., et que nous connaissons tous depuis bien longtemps. Jean-Pierre, tu vas nous parler des dernières avancées dans le passage des procédés batch au procédé continu, qui est un des fondements de la chimie et de l'amélioration des procédés chimiques. Merci, Jean-Pierre. J'ai 30 minutes. Maximum. Maximum, donc je mets mon minuteur. Mais à 25. Je mets mon minuteur. À 25 et je te coupe. Bien. Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour leur invitation. D'abord, ça marche. Oui, ça va. Ça marche très bien. Pour l'invitation. Et donc, il m'a été demandé de vous parler des dernières avancées en industrialisation des procédés chimiques avec un focus sur la réaction et de faire le point sur la même thématique en pharmacie. Alors, je vais faire quelques fondamentaux pour poser le problème. D'abord, les industries pharmaceutiques font partie... peut-être que j'avance. Voilà. Font partie des industries dites de procédés, qui transforment la matière et les matières par voie chimique, biologique et physique, d'accord. Et c'est un sujet absolument... je m'aperçois que j'ai passé une slide. Donc, le passage en continu, du discontinu en continu, oui, c'est un sujet récurrent, donc, je dirais, dans tous les colloques de génie chimique. Voilà. Donc, on en attend donc une amélioration de la sélectivité et du rendement, la maîtrise de la réaction, la diminution des OPEX et des CAPEX, comme on dit aujourd'hui, coûts opératoires, et des coûts d'investissement. Alors, voilà. Ouais. Alors, cette approche nécessite la connaissance et la mise en œuvre conjointe de la cinétique réactionnelle, de la cinétique chimique, et de l'opération unitaire de génie chimique qu'on appelle le génie de la réaction chimique. Voilà. Cette démarche donc s'inscrit dans le processus plus général de l'industrialisation, d'accord, qui est donc le passage de la recherche à un produit qui délivre un produit commercial et qui utilise donc les outils de l'ingénierie. Bon. Elle s'inscrit encore plus globalement dans le concept d'usine du futur, usine digitale, à l'aune des transitions actuelles qui sont les transitions écologiques, énergétiques, numériques et sociétales, qui transforment en profondeur à la fois l'entreprise et la société. Donc je disais deux types d'industries, les industries de procédés dont fait partie la chimie et les industries manufacturières qui, elles, fabriquent des produits discrets. Voilà un produit discret. On est étonné, à la l'aune de ce que viennent dire les deux conférenciers, les trois, je dirais, précédents, on est étonné de voir, je dirais, la similitude aujourd'hui, les points communs entre les industries de procédés et les industries manufacturières. Et on peut le dire aussi, d'une façon assez étonnante, que la transition numérique les rapproche. Alors, ces filières sont confrontées aujourd'hui à la globalisation et à la montée de puissance de la Chine. Et je peux vous parler en connaissance de cause, puisque c'était mon dernier poste à l'étranger, de voir la vitesse prodigieuse à laquelle avance la Chine. La compétition est freinée, donc to be first on the market, comme on dit. Donc il faut chercher donc des gains de CAPEX et d'OPEX. Une nouvelle perception sociétale avec la RSE, la norme ISO 26000, et puis on peut dire aujourd'hui l'entreprise à mission, voilà, et un consommateur qui veut comprendre et qui veut être informé. Donc, dans ce contexte, les entreprises sont dans l'obligation de revoir les structures, les procédés et les outils de production. Alors, l'entreprise moderne, aujourd'hui, elle est absolument globale. Il y a hybridation des fonctions, c'est-à-dire au sens filleul du terme. Alors, sur cette plaque, donc, j'ai représenté la partie verticale
Il marche ce truc-là, là. Il faut appuyer là-dessus. Oui, voilà. La partie verticale, donc, c'est l'investissement physique qui aboutit à un atelier. Et cet atelier, l'entreprise elle-même, donc, elle est traversée par des flux matière, flux d'informations, flux financiers, avec, moi qui suis un homme d'usine, donc, je dirais, un flux de personnes. Alors, un concept extrêmement important, c'est l'industrialisation. Qu'est-ce que c'est que l'industrialisation? C'est des moyens, des méthodes nécessaires pour passer de recherche, d'études à un outil industriel, capable de livrer un produit commercialisable à valeur d'usage, répondant à un cahier des charges défini dans le respect d'un budget, d'un délai, de l'éthique de l'entreprise. Bon. Le chemin est long entre la recherche et la production. 2 étapes, donc c'est une suite d'étapes qui s'emboîtent comme des poupées russes. Donc ici, 2 phases essentielles, la recherche, qui sont donc chimistes et biologistes dont on a parlé ce matin, et ici, l'arrivée donc des ingénieurs de génie chimique et qui vont travailler tous les deux pour établir le schéma de procédé. Et puis le métier de l'ingénierie qui est ici, ingénierie de réalisation, métier difficile, et avec une étape, bien entendu, l'étape d'investir pour obtenir les crédits. Hop. Alors voilà, simplement pour poser l'idée, voilà un schéma de procédé, d'accord, que fait l'ingénieur de procédé, et qui aboutit donc à un outil réel, physique. Alors, l'étape réactionnelle est au cœur du procédé. Donc, la cinétique réactionnelle, c'est l'étude des réactions chimiques, leur vitesse. Voilà. Elles peuvent être très lentes comme les fermentations, l'oxydation de métaux, très rapides comme les explosions, les emballements, équilibrées, fixées par la thermodynamique. Voilà. Elles ont besoin d'être activées, température, c'est Arrhenius, catalyse homogène, hétérogène, enzymatique, photochimie. Voilà. Et donc, le choix des réactifs, leur mise en œuvre, incluant la catalyse, constitue de ce qu'on appelle la voie d'accès, la voie chimique, en américain, le chemical route. Voilà. Donc, le taux de conversion, la sélectivité de la réaction, le rendement en produits commercialisables, la présence de sous-produits d'impuretés vont impacter l'aval de la réaction, ce qu'on appelle souvent la DSP, le downstream processing. Le downstream processing va être impacté par toutes les séparations, faciles, difficiles, le recyclage des matières premières non transformées et la qualité du produit fini et son prix de revient. Et donc, je vois que je vais trop vite. Donc, l'étape réactionnelle, c'est la clé de voûte du procédé. C'est la clé de voûte de tout le procédé. Et un point fort, c'est qu'on ne peut pas séparer la chimie, donc la réaction kinétique, du réacteur design. Et la chimie est à la base de tout, disons-le, il faut le dire. Alors, le génie de la réaction chimique. Je ne vais pas vous faire l'histoire du génie chimique. Disons qu'en 1915, Arthur D. Little au MIT a fondé les opérations unitaires que vous connaissez tous, distillation, cristallisation, etc. Et le génie de la réaction chimique, donc Chemical Reaction Engineering, a mis d'une façon assez étonnante beaucoup de décennies pour arriver. Il s'est mis en place en Allemagne avant-guerre, et puis après-guerre, donc il s'est développé. Et je salue donc la mémoire du professeur Villermoz de Nancy, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, professeur visionnaire, trop tôt disparu, donc, qui a amené donc tout le génie de la réaction chimique en France, avec des ouvrages qui font encore autorité aujourd'hui, et qui a fondé, il y a une trentaine d'années, donc la Société française de génie des procédés, qui est abrité dans ces murs. Et vous voyez ici simplement la vision systémique du réacteur tel que Jacques Villermoz l'a mis en place.
Alors, le génie des procédés, l'opération unitaire de génie chimique, s'attache à modéliser, à faire des systèmes. Alors, il y a deux types qu'on appelle les réacteurs idéaux. Le réacteur parfaitement agité, qui est ici, et le réacteur piston. Voilà. Alors, le réacteur parfaitement agité, le CSTR, comme on dit, donc on peut le faire marcher en discontinu, c'est-à-dire qu'on met en discontinu, on mélange tous les réactifs. En semi-continu, ou ce qu'on appelle aussi le fed batch, on alimente des réactifs, puis après on alimente des réactifs en continu, ou parfaitement en continu. Et le réacteur piston, ben, c'est un tuyau où les réactifs vont se déplacer. Je vais aller plus vite. Voilà. Donc des équations permettent de calculer le taux de conversion connaissant la vitesse chimique. C'est ce qu'on essaye, bien sûr, c'est l'objet. Il y a énormément de réacteurs qu'on classe suivant les phases en présence, monophasique, etc. Je vais y aller très, très rapidement. Le catalyseur peut donner au réacteur sa physionomie. Je crois que si je mettais mes lunettes, ça serait encore mieux. Voilà. Je vais passer. Donc, la pétrochimie, depuis très longtemps, le pétrole a été en continu, vu les quantités mises en jeu. Et le dose continu, c'était surtout chimie fine, chimie de ferments, etc. Un type de réacteur spécial, c'est les bioréacteurs, les fermenteurs, bien sûr, qui mettent au travail des micro-organismes, levures, bactéries, champignons, algues, cellules animales et végétales, de taille qui peut être quelques centimètres cubes. Tout le monde a travaillé sur les biolaphites, je pense, et puis des centaines de mètres cubes, voire des milliers de mètres cubes en brasserie. Voilà. Donc le design de ces appareils doit tenir compte d'abord des cultures qui peuvent être... Il y a des fois du stress chez les organismes vivants. La stérilité est absolument essentielle. Il faut choisir les équipements en connaissance de cause. Les opérations, les soudures, il faut faire attention, ça peut être des bactéries, par exemple. On peut faire des opérations en discontinu, on fait de batch, c'est-à-dire, comme je dirais, en semi-continu, et des opérations qui peuvent durer quelques heures, quelques jours, et en pharmacie, des jours, des semaines, et voire des mois. Donc ces appareils qui sont absolument instrumentés, oxygène dissous, vitesse de réaction, débit d'aération, température, viscosité, etc. Le design de ces appareils est compliqué, surtout s'ils ont de grandes dimensions. Ils doivent tenir compte donc de l'évolution du milieu, qui peut être très fluide au départ et qui peut, qu'on dit dans le jargon, viscoser, avoir des produits extrêmement visqueux qui demandent des puissances d'agitation extrêmement importantes. Et donc, le design peut impliquer la modélisation, la CFD, des études en maquette froide. J'ai une magnifique success story. Donc, c'est changeant les mobiles d'agitation, augmentation de capacité de 40%, avec un payback de 2-3 semaines. Voilà une success story. On devrait en avoir beaucoup de ce genre-là. En aval de la fermentation, donc, on retrouve ce qu'on a dit, le DSP, le DSP, donc le downstream processing, avec les opérations unitaires typiques de la chimie, mis à part qu'elles ont donc bien sûr ce caractère de stérilisation extrêmement important, et le fait que la chromatographie industrielle donc, est forcément discontinue. On en met souvent des appareils en parallèle, étagés, pour essayer de se rapprocher du continu. Un nouveau type de bioréacteur arrive depuis quelques années, c'est les bioréacteurs jetables, qui peuvent être très petits pour l'étude en laboratoire, ou des réacteurs en général qui ne dépassent pas les 2000 litres pour des fabrications. Leur intérêt, pas besoin de nettoyer, pas besoin de stériliser, c'est déjà fait, donc ça permet d'aller très vite. Alors, les industries chimiques, l'apport du génie des procédés ces dernières décennies. Alors, je dirais,
les industries ont profité de nouvelles technologies, de nouveaux concepts. Alors j'en ai trouvé 3. Les micro-réacteurs, microstructures, l'intensification des procédés et l'usine du futur, qui m'est particulièrement chère. Alors, les micro-réacteurs. Alors, les micro-réacteurs, dans des canaux qui peuvent être micrométriques, mais souvent de quelques millimètres, présentent un grand intérêt. Un, c'est l'énorme rapport surface-volume, qui fait qu'on peut contrôler la température absolument, très précisément. On a des quantités mises en jeu très faibles, donc on peut faire des réactions dangereuses. C'est un écoulement piston, donc tout l'intérêt du piston par rapport au discontinu, donc avec les Cobiss aux lois de la microfluidique, avec des vitesses de fluide qui peuvent être de 1 mm à quelques dizaines de centimètres secondes. Voilà. Bien entendu, les microcanaux supposent que les fluides sont propres pour des tonnages, en général, qui ne dépassent pas quelques centaines de tonnes par an. Ils peuvent servir à l'étude basique du phénomène. Tout le monde pense bien sûr au laboratoire du futur de Solvay à Bordeaux. Et on trouve sur le marché des kits, ça a été dit tout à l'heure, des kits donc, pour l'exploratoire, des kits en carbure de silicium ou en verre, avec des appareils, des plateformes d'essai, il y en a plusieurs, donc le MEPI à Toulouse, et puis des unités containerisées, donc des containers sont des installations sur skid qu'on peut déplacer pour des productions de quelques centaines par an. Je n'ai jamais arrivé à m'y faire. Moi. Voilà. Bon, voilà un type de réacteur filaire. Vous voyez, c'est donc un canal dans lequel donc, le fluide va parcourir toute la plaque. Et à côté, on peut mettre dans le canal, on peut mettre un catalyseur. Deuxième avancée du génie chimique, c'est l'intensification des procédés. Alors l'intensification des procédés née aux États-Unis en 1990 a fait l'objet d'une roadmap Allemagne, France, Pays-Bas en 2007. Les universités de Nancy et Toulouse, il y en a d'autres, s'en sont emparées. C'est un volume de publications énorme. Au niveau européen, c'est Stankiewicz et Andrés qui s'en est fait le porte-parole. Je vais aller vite. Intensifier les procédés, le leitmotiv, c'est faire plus avec moins. Alors, que fait l'intensification des procédés? Bon, d'abord, c'est pas grave. L'intensification des procédés, elle va d'abord s'occuper de la réaction. Bon, alors, elle va regarder tous les phénomènes de limitation. Ça peut être la cinétique. J'ai combien de temps encore là? 5-6 minutes, bon, ça va aller. Donc, va regarder les phénomènes de transfert. Elle va essayer d'activer par des voies qui ne sont pas très habituelles, comme les micro-ondes. Passer en continu et dans des microstructures, si les fluides le permettent. Elle va rechercher la polyvalence du matériel. Un cas classique, c'est les réactions d'estérification qu'on fait en colonne. Donc on fait la réaction dans la colonne et on sépare de la colonne. Donc 2 appareils se changent en un. Voilà. Et puis beaucoup d'intérêt sur la construction modulaire. Et notre consoeur, l'American Institute of Chemical Engineers, s'est lancé là-dedans. Voilà. Ben, décidément. Alors, je vous donne un appareil très polyvalent, c'est la Bivis. Alors, tout à l'heure, on parlait de la réaction en pharmacie. Là, on parle du conditionnement. Une thèse qui est faite à Nancy. Donc, formulation de produits actifs en pharmacie. Donc la Bivis avec des modules qu'on change sur les larves cannelées, on convoie, on mélange, etc. Voilà. Et j'en arrive à mon sujet préféré, c'est l'usine du futur. Alors l'usine du futur, le terme Vier-Punkt-Null est né à la Foire de Hanovre en 2011. Madame Angela Merkel s'en est emparée. Elle voulait enseigner la digitalisation dans les kindergarten. Je ne sais pas si elle y est arrivée. D'accord. Et la France est emparée de
de cette notion, elle l'appelait usine du futur. Donc cette usine du futur a développé un certain nombre d'outils. Je vais aller très rapidement. L'intelligence artificielle qui sont faits des algorithmes, les mégadonnées, les opérateurs connectés, le jumeau numérique, la fabrication d'additifs impression 3D, tout ce qui est pas robotique, cobotique et exosquelette, et une multitude de logiciels qui vont changer complètement l'ingénierie. Alors, j'en reviens au point de départ du développement de procédés. Voilà un transparent que je dois à Jean-François Joly de l'IFPEN. Donc, comme je disais tout à l'heure, le génie chimiste va travailler avec le chimiste pour acquérir les données pour bâtir un schéma de procédé. Donc, ce qu'il lui faut, c'est les matériaux de construction, tout ce qui est les cinétiques, les séparations, etc. Donc, une fois pour établir un schéma de procédé avec bilan matière, bilan chaleur, d'accord ? Voir les verrous technologiques, savoir s'il y a besoin d'études en pilote, de maquettes froides. Bon. Et à l'issue de cette étude, le réacteur et son fonctionnement tenu et tout le reste va en découler. Donc, c'est l'évaluation technico-économique des procédés. Voilà un pilote de l'IFP à Solèze. Vous voyez que ce n'est pas si simple d'avoir donc toutes les données cinétiques. Donc, l'ingénieur de procédé aujourd'hui, il a une boîte à outils qui s'est acquis au fur des années. Donc, c'est la MSO, c'est la modélisation, simulation, optimisation, qui permet, je dirais, à partir d'un schéma de procédé comme je tout à l'heure, de le faire tourner, comme on dit, et de l'optimiser. La chimiométrie comme Matrix, un petit clin d'œil à mon ami Mordini qui l'a amené en France. La mécanique des fluides, la CFD, qui permet d'étudier les mouvements des fluides et thermiques. La distribution de temps des jours, biocatalyse, bioingénierie. Technique membranaire, mais c'est marrant. Je vais trop vite, moi. Je suis en avance sur mon temps. Bon. La chromatographie industrielle, la conception de matériaux et les outils du numérique que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire peur, donc voilà la pyramide du CIM. C'est aujourd'hui toute entreprise est complètement digitalisée, les entreprises modernes. Donc ça va, tout est connecté. À la base, vous allez retrouver les actionneurs, les capteurs, etc. Et en haut, les logiciels de gestion. Voilà. Et toute modification de procédé, toute modification managériale doit tenir compte. Et il y a, voilà. Je vous donne un exemple d'un outil numérique, c'est le jumeau numérique. À gauche, un appareil physique, ça peut être un compresseur, un réacteur, et à droite, le jumeau numérique qui va recevoir de l'objet réel toutes les informations et qui va le suivre. 2 minutes, oui, ça va aller. Donc, vous avez sur YouTube, vous allez à Sanofi, à jumeau numérique, et vous verrez un appareil intéressant. Voilà. Alors, la spécificité des procédés biologiques versus chimiques. Bon, d'abord, c'est des gestions de temps très lourds, très longs, très souvent très longs. Le downstream processing ne change pas beaucoup de la chimie actuelle, donc là, il y a la stérilité simplement, et on est frappé, par exemple, par la culture sur des œufs, de voir tout ce qui est, je dirais, manufacturier. Le remplissage des seringues, des fioles, etc., on l'a vu tout à l'heure, voilà. Et donc, tout ce qui est modélisation peut s'appliquer. J'en arrive à la conclusion. Passage du continu des instituts procédés en chimie-pharmacie, donc, exige absolument de revenir aux fondamentaux et en particulier à la chimie. C'est fondamental, chimie. Voilà. Bon, la voie d'accès constitue le corps des procédés, c'est là il faut s'élever, voilà. Et donc les synergies sont complètes entre chimie et pharmacie et on peut les exploiter. Je voudrais me remercier des gens
Donc, je vous ai fait une bibliographie très simpliste. Ah ben non, il n'y est pas. Ben, les gens que je remercie, c'est d'abord les éditeurs qui m'ont autorisé la copie de certains slides. Je veux remercier M. Jean-François Joly de l'IFPEN, Eric Cher de Nancy, et mon délégué secrétaire général et président de la SIA, Philippe Jardon. Et merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci Jean-Pierre.